Chers internautes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre site Voice of Congo qui a le privilège et l'honneur de recevoir pour vous Eric Bissulo. Il est cadre au mouvement social pour le renouveau avec qui nous allons un peu essayer de parler, de balayer l'actualité politique en République démocratique du Congo, à qui je m'avais dit bonjour. Bonjour à vous. Vous allez bien? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Et le parti? Le parti va très bien, surtout au sein du regroupement ADRP. Nous sommes dans une bonne dynamique, nous sommes bien représentés dans les institutions et nous travaillons justement d'ores et déjà pour les prochaines échéances électives. Alors, la République démocratique du Congo a un nouveau appareil judiciaire. Est-ce qu'un avancé pour une justice équitable aux Congolais? Tout ce qui est une réforme, parce que réellement, en même temps, moi je ne peux pas appeler ça une réforme, c'est-à-dire que les gens qui partent à la retraite ou bien dont on fait une mutation de poste, ça soit réellement une réforme. Donc ce n'est pas une réforme, mais ce changement, en tout cas, a l'air de donner aux Congolais un espoir à une justice plus ou moins équitable. C'est une espérance qui mérite maintenant de faire ses preuves. Mais cependant, si réellement, comme le chef de l'État ou bien son communicateur tente de le dire, ont une volonté réellement que la justice ne soit pas un vain mot, il faut une réforme de l'appareil judiciaire en toute entièreté. C'est-à-dire qu'on réforme la justice pour les citoyens congolais. À partir de là, il faudrait voir la réforme à partir de la base, c'est-à-dire donner les moyens aux procureurs, aux magistrats de travailler correctement, notamment avec des maisons adaptées, des lieux, des tribunaux adaptés et surtout les moyens matériels qui vont avec. Il n'est pas juste une question d'argent, de salaire, ainsi de suite. Il est également donner aussi la possibilité aux citoyens d'être des justiciables reconnus, c'est-à-dire qu'ils puissent revendiquer pleinement leurs droits, ils puissent être entendus par la justice. Pas de justice des riches, pas de justice des puissants, mais une justice équitable pour tous. C'est ça, c'est vers cela que doit normalement aller le chef de l'État. Et nous l'attendons là, en tant que citoyens, fermement sur ces bases-là. Alors, malgré cette réforme, comme vous venez de le dire, il y a les magistrats qui sont toujours jusqu'à aujourd'hui en grève, mais on se pose la question. Là, c'est une question de corporation. Il est de bonne loi que dans chaque institution, chaque corporation essaie de défendre tant soit que peu sa viande, sa partie, son aubaine. Donc il est là des privilégiés non pas par rapport à leur qualité, leur fonction, mais par rapport mais il y a des dossiers qui attendent, il y a des gens qui devraient sortir des prisons, qui jusqu'à aujourd'hui sont toujours... Au regard du coût de la vie, les magistrats sont payés correctement, gagnent bien leur vie. Il est vrai qu'en même temps, quand on regarde le salaire moyen d'un Congolais, ils sont très bien payés, mais en même temps, quand on regarde l'inflation et les choses, le coût de la vie qui augmente, il est clair qu'ils doivent défendre leur pain. Et pour cela, je pense que d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire dans les négociations qu'il doit y avoir, l'État doit mettre un peu du sien et les magistrats doivent comprendre aussi que c'est un impôt qui doit participer à l'effort national. Donc, un peu de raison gardée, ils doivent avoir. Et puis, il est vrai que les dossiers attendent, mais les dossiers sont déjà là. Il y a des dossiers qui n'ont jamais été résolus, bien dont les magistrats ne se donnent pas la peine. D'ailleurs, quand on parle de ces castes, de ces classes privilégiées, pourquoi est-ce que dans la même lignée, on a des militaires qui sont en train de mourir, qui méritent quand même un salaire conséquent. On a les agents des services de renseignement qui méritent quand même des salaires conséquents. Et on a des gens qui donnent leur vie pour la République démocratique du Congo. Ils ne sont pas aussi bien lotis que les magistrats. Donc, il faut quelque part une justice, c'est ça la question, une équité pour tous. Il ne s'agit pas juste de dire nous rendons des justices, donc nous avons droit à un meilleur revenu, une meilleure condition de travail. Donc ils doivent travailler dans une harmonie, dans une cohésion nationale pour permettre à la République démocratique du Congo d'aller de l'avant. Il est vrai que sur le territoire, je ne sais pas si le grève est étendu sur le territoire national, mais dans certains coins de la République, certains magistrats sont super bien payés, d'autres sont moins bien payés, d'autres travaillent en plein air, d'autres travaillent dans sous-détente. Donc l'État doit revoir cette situation et en tout cas manifester sa présence par l'élévation des maisons de justice un peu plus saines et un peu plus fréquentables. Alors, récemment, le Fonds monétaire international a demandé à la RDC de réduire son plan de trésorerie. Est-ce une bonne idée, selon vous?
Il ne s'agit pas d'avoir une bonne idée, une mauvaise idée. La FMI, le Fonds monétaire international, travaille pour son intérêt. C'est-à-dire que quand il convient de prêter de l'argent à la RDC, il attend à ce que la RDC soit dans des conditions de lui rembourser son argent. Pas que la RDC se porte bien. La FMI, ce n'est pas son souci. La RDC doit être capable de lui rembourser son argent. Donc, il va préconiser un certain nombre de mesures qui ne seront pas populaires, qui vont faire mal à l'économie congolaise, qui va faire mal à la vie des Congolais, qui va faire mal à notre niveau de vie, mais ce sont des nécessités qui étaient partis chercher le président de la République. Donc, bon ou mauvais, on sait pertinemment, nous, intellectuels, mais ces fonds-là ne vont pas aider la RDC à se développer d'une certaine manière. Jamais le Fonds monétaire international a aidé un pays à se développer. Mais ça dépend de la gérance d'un pays. Jamais le Fonds monétaire international a aidé un pays africain à se développer. C'est une réalité qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 68-69, nous sommes partenaires avec le Fonds monétaire international. Nous n'avons jamais vu un pays africain se développer grâce au FMI. En revanche, on voit bien, d'ailleurs, certains pays africains s'en sortent très bien sans la FMI, parce que c'est comme si on se mettait la corde au cou. Alors, abordons un peu le sujet de l'affaire de Saut de Mouton. Il y a plusieurs personnalités qui ont été interpellées, et de tous, il n'y a que le DG de Safricas qui était présente et même qui a été détenu jusqu'à nouvel ordre. Dès la base, cette affaire est déjà mal partie. Elle est mal partie parce qu'elle ne s'est pas passée selon les règles du droit, simplement parce qu'il faut un appel d'offres, il faut que... Et cela n'a pas été rempli de la base. C'était devenu un business où chacun voulait favoriser un ami, une relation et percevoir des commissions, des retours, ainsi de suite. Donc l'affaire était déjà mal partie. Mais ça serait, si au moins le travail était exécuté, je pense que ça serait passé sous silence. Mais ce qui prouve bien une fois de plus qu'on a tendance à croire que parce qu'on a un ami qui se dit ingénieur, qu'il est capable de... Non, on a dans ce pays des organismes, OVAD et compagnie, qui sont experts. On a également des experts qui ne sont pas dans les organismes nationaux, mais qui sont capables de définir que dans ce lieu, dans cet endroit, il est possible ou pas d'ériger un pont supérieur, comme vous l'appelez, un son mouton, mais en même temps, au vu du sol, de la qualité du sol, aussi de l'environnement, aussi de la circulation, parce que cette affaire de faux mouton, ce mouton, quand je dis c'est mal parti depuis le départ, ça fait mal à la poche des Congolais. Les transports ont monté grâce à cela. Les demi-terrains, la vie est devenue beaucoup plus difficile pour nous qui travaillons tous les jours dans le transport en commun. Donc, nous aurons espéré qu'au moins que ça serait allé beaucoup plus vite. Mais finalement, plus le temps passe, plus on voit que la manière dont les choses sont faites, c'est que malgré la volonté des chefs d'État de venir avec de faire cesser des pratiques qu'ils jugeaient apparemment des ouettes qui n'avaient plus de cours ici aujourd'hui, on se retrouve dans la situation où malheureusement ces pratiques-là continuent parce que ce sont les mêmes acteurs qui sont en train de régner dans la politique. Mais tout ce que nous pouvons espérer, que maintenant que la justice se saisit du dossier, que les choses vont aller vite. Et que le quinois, parce que c'est une affaire quinoise, les quinois vont arrêter d'être des victimes des prises d'otages de certaines personnes qui sont incompétentes et qui espèrent gagner de l'argent sur le dos du trésor public de la République démocratique du Congo. 14 sauts de moutons, ce qui fait au moins 14 millions de dollars. Est-ce que le président de la République n'aurait pas songé à créer plutôt des routes secondaires au lieu de dépenser tout cet argent pour le Vous êtes généreuse en limitant 14 millions, mais les chiffres vont au-delà, c'est-à-dire plus de 20 millions, 28 millions. C'est-à-dire que c'est ça le problème dont je reviens toujours, c'est une question d'expertise. Mal évaluée, mal chiffrée, on sent des combines de tout genre dans cette affaire. Mais il y a le chef de l'État aurait dû, c'est ça qu'on fait généralement, faire un appel d'offres et choisir les entreprises compétentes. Qu'importe, ce sont des entreprises internationales. Il n'est pas question parce que c'est une affaire congolaise. Tous les Savamas, dans le biseau à Congolais. Donc, il ne connaît pas le travail, mais PC Moussala. Non, il est hors de question de cela. Il aurait fallu une appel d'offres. Et l'appel d'offres, on voit les gens qui sont qualifiés pour faire ce travail, qui ont la logistique nécessaire, qui ont les moyens par eux-mêmes. Mais on regarde de ce que nous, on sait. On vous confie une affaire de 28 millions de dollars à une entreprise qui n'a que son capital de 250 $ ou 300 $. C'est quand même effrayant. Donc, voilà.
c'est le chef de l'État qui avait pris cette initiative, qui a voulu faire plaisir peut-être à son entourage, se retrouve aujourd'hui mêlé dans une affaire qui ne mérite pas son nom. Alors, comme nous avons abordé la question qui concerne la circulation, les transports, récemment, le dimanche passé, il y a eu un accident de circulation sur la route Bypass au niveau de Rond-Point-Ngaba où plus de 50 Congolais ont perdu leur vie à cause d'un chauffeur, à cause d'un dérapage d'un chauffeur. Il y a même certains qui demandent aujourd'hui la démission du ministre provincial des Transports. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que la ville doit faire pour que ces problèmes de dérapage de chauffeurs soient un peu résolus et que le Congolais puisse circuler librement? J'ai saisi l'occasion en effet pour présenter toutes mes condoléances aux victimes, parce que ce sont des victimes innocentes, d'autres qui partent au travail, d'autres qui reviennent au travail, qui étaient là et qui n'avaient rien demandé, qui n'avaient vraiment rien demandé. J'ai vu des vidéos, c'est effroyable. C'est-à-dire que les gens ne s'entendaient pas ce jour-là à être victimes de ce chaos. Maintenant, en termes de responsabilité, la ville de Kinshasa a une responsabilité, l'administration de la ville de Kinshasa, mais également le gouvernement a une responsabilité, le ministère de l'Intérieur a une responsabilité. On est dans un pays où les permis s'achètent, où les gens ne sont pas suffisamment formés, où les automobiles roulent sans des mesures de sécurité adéquates, sans même le contrôle technique qui définit si ce véhicule est capable d'emprunter une route ou pas. Donc un chauffeur qui ne maîtrise pas son véhicule, qui n'a pas suivi des formations, ne saurait pas utiliser un frein moteur. Vous savez c'est quoi un frein moteur? Non, tout le monde ne semble pas le savoir. Donc, au lieu, ce que j'ai cru entendre, il a abandonné son véhicule. C'est-à-dire, il a sauté, il a laissé il a laissé le véhicule aller se fracasser contre des maisons et des personnes qui étaient en bas. C'est vraiment terrible parce que les responsabilités sont tant et sont énormes que forcément, il faudrait que le politique se sente responsable. Parce qu'il est censé veiller à la sécurité des citoyens. Il est censé veiller à la sécurité de nos routes. Parce que les enfants qui vont à l'école par là, parce que les mamans qui vendaient dans le marché, les boutiquiers, la personne qui était à sa parcelle, voilà des gens qui n'ont rien demandé. Et là, c'est l'autorité qui doit se manifester. Toujours en termes de sécurité. Lorsque vous vous précipitez à donner de faire payer des taxes à tout va, à des wewa, vous ne pensez pas qu'en même temps, il faut veiller à une forme de sécurité pour les gens qui transportent. Il faut les obliger à souscrire à des assurances. Parce que quand il y a un accident, l'assurance doit prendre le relais. Ouais. C'est pas dire, tu vas négocier, non, ça n'a aucun sens. Donc, voilà les mesures sur lesquelles l'État est absent et doit se manifester, c'est pour ça qu'il a une responsabilité. Et de l'autre, il y a une responsabilité du conducteur du véhicule et également de la compagnie qui lui a confié ce véhicule-là. Donc, vraiment, à part les condoléances à toute la famille, à toutes les familles concernées, nous sommes peinés parce que nous, acteurs politiques, nous sommes vraiment face à une réalité qui veut que, finalement, il y a tant à faire dans ce pays. Donc, vous aussi, vous êtes pour que le ministre provincial des Transports puisse démissionner? Moi, j'estime que celui qui a une part de responsabilité doit rendre son tablier, en effet. Ok, d'accord. Aujourd'hui, plusieurs voix s'élèvent contre la coalition au pouvoir, le mariage FCC-Cash, notamment les militants de l'UDPS et de l'autre camp, c'est de l'INC. Et pour aller même au-delà de ça, la population congolaise aujourd'hui veut que ces mariages puissent être d'isolés et tout. Donc, vous, comment voyez-vous l'aboutissement de ces mariages? Tout d'abord, ce n'est pas un mariage, c'est une coalition. Une coalition, c'est-à-dire que nous vous cédons un nombre de privilèges et des avantages en échange où nous participons soit à la gestion, soit à une forme de concertation pour que le pays soit bien gouverné. C'est une idée qui a été bien pensée. C'est une idée qui, aujourd'hui, n'aurait pas eu lieu. Kinshasa, Congo, la République démocratique du Congo serait paralysée. C'est ça qu'il faut faire de l'autre côté. Aujourd'hui, les militants de l'UDPS crient haut, mais ils oublient qu'en fait, ils n'ont que la présidence. Si le FCC ne décidait pas cette coalition, la présidence n'a rien à dire sur l'Assemblée nationale, sur le Sénat, sur le gouvernement. C'est-à-dire qu'il serait d'office exclu. Donc il faut bien réfléchir. C'est qu'une bonne partie des gens de l'UDPS seraient déjà au chômage si cette coalition n'existait pas. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a la coalition, c'est l'avantage du FCC. Non, c'est plus l'avantage de l'UDPS
et notamment je dis du cash, du FCC. Parce que le FCC, avec toute la sagesse qu'on lui reconnaît à Joseph Kabila Kabange, le président honoraire, il a voulu, au-dessus de tous les intérêts, faire en sorte que le pays avance. Au-dessus de tout. Donc à un moment, il faut reconnaître, lorsqu'une personne fait un geste positif, il faut lui rendre cette gratitude. Et les voix se lèvent. Non, les voix ne se lèvent pas. On sait très bien que de l'autre côté, ceux que vous appelez par exemple des opposants, la Mouka par exemple, ce sont comme des profiteurs de malheur. C'est ce qu'ils souhaitent en fait, c'est réellement une défaite. Il y a même Fayoulou qui a dit Félix ne réussira pas là où Kabila a échoué. Il n'y a que Fayoulou qui peut avoir ce genre de déclaration. Mais cependant, moi, je serais curieux de connaître ses propres réussites. Cependant, pour revenir à cette coalition, parce que c'est ça qui est plus important, ce n'est pas les déclarations en porte-pièce des uns et des autres, moi, je pense que cette coalition a déjà réussi. Parce que rien ne garantissait que nous aurions un gouvernement. Rien ne garantirait que nous aurons des institutions qui fonctionnent. Les institutions fonctionnent. Le gouvernement Ilunga est là, le gouvernement est aux affaires, le président de la République est satisfait de cela. Le peuple congolais ne va pas manger le gouvernement, le peuple congolais doit comprendre une réalité. Bien sûr, je suis d'accord avec ce peuple-là, puisque je fais partie de ceux qui crient tous les jours que les prix des denrées augmentent, que l'État doit faire quelque chose, mais ce n'est pas une question de coalition. Parfois, il y a des crises qui arrivent, ce n'est pas une question de l'acteur politique qui est sur le terrain. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le président va à gauche et à droite pour emprunter l'argent? Parce que c'est dans l'espoir de faire cesser immédiatement une crise, alors que c'est une mauvaise stratégie, parce que crise il y a et crise il y aura plus tard avec cet argent qui va emprunter. Cependant, il est vrai qu'on doit avoir un plan d'urgence. C'est là que le gouvernement, on va le mettre devant ses responsabilités. Là, il ne s'agit pas du FCC, il ne s'agit pas du cash, il s'agit du gouvernement de la République, lui mettre devant ses responsabilités. Un gouvernement qui est inapte jusqu'à présent. Non, un gouvernement qui travaille. Il n'est pas du tout inapte, un gouvernement qui travaille. Sinon, les choses seraient encore beaucoup plus pires. Donc, c'est une réalité. Travail, mais peut-être il n'est pas là où on l'attend. C'est ça la difficulté. Il est vrai que quand on se concentre sur des sauts moutons, il est difficile de voir que non, il y a l'insécurité qui augmente, il y a des accidents qui augmentent, il y a des crises qui augmentent, il faut une réforme de la santé, il faut une réforme de la sécurité, il faut travailler. Donc il est vrai qu'on ne peut pas se contenter d'un gouvernement qui, parce qu'après tout, l'objectif c'est le programme du président de la République. Le président de la République a dit, moi je veux que mon programme soit mis en exécution. Donc nous travaillons selon le programme de la République, du président de la République. Il se peut que ce programme au début ait des conséquences économiques, mais que d'ici 6 mois, 1 année, que les choses s'améliorent. Et oui, il faut serrer la ceinture. À un moment, on a tendance à croire que dans le monde, il n'y a que la République démocratique du Congo. Non, en dehors du monde, il y a beaucoup de pays dont on dépend, dont nos minéraux dépendent, dont également notre économie nationale dépend. Donc c'est en fonction. S'il y a une crise internationale, on ne va pas dire que nous on va échapper parce qu'on est la République démocratique du Congo, ou bien parce qu'on a un président de l'UDPS ou qu'on a un gouvernement de coalition. Loin de là. Quand il y a une crise internationale, ça impacte les matières premières, ça impacte l'économie nationale. Mais ce même président de la République avait trahi l'accord de Genève à cause de sa base. Aujourd'hui, la base demande à ce qu'il puisse mettre fin au mariage FCC cash. Le problème avec la base de l'UDPS, elle est un peu arriérée. Elle n'est pas du tout en avant-garde. C'est ça le problème d'ailleurs. Si le président de la République avait eu une base qui avait les compétences adéquates, il ne partirait pas de gauche à droite, il ne remanierait pas la présidence. Donc, il se trouve que lui-même, il est démuni des acteurs compétents pour l'aider, l'accompagner. Il ne suffit pas juste de crier. Quand déjà, la base doit accompagner son leader. Elle ne doit pas, lorsque son leader est au pouvoir, manifester en brûlant des voitures, en brûlant les pneus dans les chaussées, en agressant les citoyens qui passent, qui ne pensent pas comme eux. C'est pas ça une base. Ça, c'est juste une bande d'inciviques, des rébellions, des criminels. Ça, il faut les arrêter. Ça n'a rien à voir avec une base. Une base, c'est une concertation, c'est des échanges. Et puis... Mais ils ont toujours été comme ça depuis le début. Et puis, rendez-vous compte une chose, ce n'est pas cette base-là qui a mis Félix Tshisekedi au pouvoir. C'est ça que vous comprenez. C'est quelle base alors? L'UDPS n'est pas parti aux élections tout seul. Il n'est pas parti comme étant UDPS et moi, Élysée et moi. Il est parti avec UNC. Donc du coup, ils doivent
une et d'autres partis en formant le cash. Donc ces bases-là doivent comprendre peut-être que ce n'est même pas eux qui ont fait gagner Félix Tshisekedi. Ce n'est pas parce qu'à Kinshasa vous avez une forte influence parce que les gens cherchent à manger que vous pensez que vous étiez capable d'élire un président de la République. Nuance quelque part cela, c'est ça qui donne d'ailleurs du crédit à la Mouka de penser le contraire. Donc quelque part, il faut raison garder. Et le président de la République, ce n'est pas le président du DPS, c'est le président de la République démocratique du Congo. C'est exactement le procès qu'on avait fait à Joseph Kabila à un moment à l'Est, parce que les gens de l'Est pensaient qu'une fois qu'il arrive au pouvoir, il devait favoriser, privilégier plus l'Est que le territoire national. Non, un président, c'est un président de tout le territoire, de chaque centimètre de la République démocratique du Congo. Il n'est pas là pour privilégier une région, une ethnie, un groupe linguistique, non, pas du tout. Donc, limiter qu'il leur plaise ou pas, ils doivent vivre avec la réalité actuelle et s'en prendre notamment à leur secrétaire général s'ils n'ont pas les informations adéquates. Mais comprenez bien, qu'ils comprennent bien une chose, si cette coalition cessait d'exister, ils ne seraient pas aussi bien lotis qu'ils le sont actuellement. Donc déjà, la réalité, nous les Quinois, nous les Congolais, nous avons vu ce qui se passe, nous avons vu d'ailleurs l'amateurisme, le manque de professionnalisme de certains acteurs et nous regrettons malheureusement à certains niveaux, à certains degrés, cet accord. Mais cet accord est tellement plus important que les intérêts individuels qu'il faut juste se féliciter et l'accompagner. Éric Bisselo, aujourd'hui les peuples congolais souffrent. Je fais partie de ce peuple. Il y a les prix des produits de première nécessité qui ont augmenté des prix. Aujourd'hui, le dollar est à combien? Il y a des crises sociaux. Parlons par exemple de la DGI, il y a au niveau de la fonction publique, dont le pays va mal. On ne sait pas où est-ce que nous allons avec cette souffrance. Il y a une réalité. Par exemple, on regarde certaines crises. Quand on regarde actuellement des crises qui sont liées aux fonctionnaires, c'est à la fonction publique de faire sa part des choses. C'est-à-dire qu'il faut peut-être aussi réfléchir à la place de la fonction publique et du fonctionnaire. Ça, ce sont par exemple des bases. Il ne s'agit pas juste de continuer une réforme qui avait commencé depuis belle lurette et qui n'avait pas abouti. Il faut réfléchir réellement à ce que le fonctionnaire, qu'est-ce que le fonctionnaire doit faire et qu'est-ce qu'il doit apporter à la République démocratique du Congo. Et il faut aussi régulariser certaines unités qui sont là depuis des décennies qui travaillent. Ce sont des papas et des mamans qui se lèvent tous les jours, qui dépensent leur pension pour aller au travail, pour revenir, mais qui ne sont pas payés. Il faut les régulariser. Ça, c'est la responsabilité de la fonction publique. Parce que n'importe qui ne se lève pas le matin en disant « je suis fonctionnaire, je vais à la fonction publique, je vais être régularisé ». Si ces gens-là sont venus, c'est qu'on les a rassurés qu'ils font partie du système. Donc là, la fonction publique doit prendre ses responsabilités. Et doit également prendre sa responsabilité pour le niveau de vie et de salaire des fonctionnaires, des conditions de travail. C'est à ça. Et c'est un ministère qui existe. Il y a les ministères des Affaires foncières, il y a les ministères de l'économie. Voilà, chacun doit en fait faire son travail. J'ai toujours répété depuis le temps de Joseph Kabila qu'il est impensable dans un pays, quand on dit démocratique, ni république parlementaire, bicaméraliste, c'est-à-dire avec deux chambres, on se retrouve à dire Pont Oyo, président de la République, Wenze, président de la République. Mais non, ça n'a aucun sens. On a élu des députés provinciaux, on a élu des députés communaux, on a élu des sénateurs, on a élu des députés nationaux. Mais à quoi servent-ils? On a même un gouvernement, on a des ministres qui perçoivent des salaires, tous les avantages qui vont avec. C'est eux les premiers responsables. Il ne s'agit pas de dire président de la République, oui, mais non. Il y a un ministre de soutien à qui il faut s'adresser. Il ne s'agit pas non plus de dire parce qu'on n'a pas reçu la réponse adéquate, et il va aller contre les lois de la République, contre les règles les plus élémentaires pour juste nous satisfaire. Donc je pense que c'est un travail de pédagogie que nous devons tous faire, comprendre que nous sommes tous acteurs et que nous devons prendre nos responsabilités. Oui, le pays va mal, mais ça peut aller pire. Donc pour l'instant, dans le va mal là, nous avons toujours l'espoir que les choses... La courbe, en tout cas, va s'inverser, que les choses iront mieux. Et cette population dont tu parles, et je suis d'autant plus pragmatique, c'est une réalité que je subis dans mon foyer, dans mon logement. Donc je sais comment la crise elle est actuellement, l'argent ne sorte pas. Donc, oui, le taux du dollar, peut-être aussi, c'est l'une des choses qu'il faut réfléchir réellement. Cette inflation a aussi une conséquence. Quand on permet à tout le monde de changer de la monnaie au coin de la rue, attendez-vous à ce que, voilà, on puisse à la fois se trouver avec des faux billets dans la circulation, se trouver avec un taux de dollar qui flanche du jour au lendemain. Donc là, c'est une responsabilité qui nécessite une réforme de fond et qui prend certainement du temps et qui prendra du temps. Mais je reste absolument confiant
parce que le président de la République a martelé que cette année, ça va être l'année de l'action. J'espère que juste cette action dont tu nous parles, ce n'est pas des manifestations et des crises qui commencent. Les actions qu'on ne sent pas jusqu'à présent. Oui, nous sommes juste au mois de février, donc nous pouvons lui donner le crédit jusqu'au mois de mai, avril, mai, juin, juillet, pour voir les effets de ces actions. Sinon, il est vrai que si ça va mal, il faudra peut-être aussi imaginer amener d'autres acteurs politiques sur le terrain. Votre dernier mot pour finir. Il faut, en tant que... Nous, on est des engagés politiques, on est des acteurs sur le terrain. Au MSR, avec toutes les réalités qui vont avec, nous avons conscience que nous sommes tous différents, mais que nous avons intérêt à travailler en communion et en allant dans une même direction. Et il est vrai que quand on a... des députés, des sénateurs, on a une forte responsabilité dans la République, mais il est vrai aussi qu'aujourd'hui, le MSR a des ministères, par exemple, la fonction publique qui est gérée de Madame Yolande et Bongo. Il faut lui féliciter cette femme pour le travail qu'elle fait, il faut lui rendre grâce, et parce que son travail se répercute sur le terrain, et c'est un chantier qui est immense. Et en outre, en tant qu'acteurs politiques, nous avons l'impatience à ce que les élections qui sont prévues dans la Constitution aient lieu. Nous avons également conscience que l'État doit s'investir un peu plus pour trouver des débouchés dans l'économie nationale, mais si nous étions des désespérés, des défaitistes, nous ne ferions pas la politique. Donc la politique, c'est prévoir, c'est gérer, et nous espérons qu'avec le temps, nous nous améliorons dans cet exercice-là. Voilà. Merci. Avant de finir, j'aimerais que vous émettiez un point de vue concernant le rebondissement de l'affaire Kalev Mouton, qui aurait été accusé d'espionnage au président de la République, mais après ses auditions, on lui dit qu'il voyageait en tant que conseiller du Premier ministre, Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. Non, tout d'abord, il y a une genèse de cette histoire. Lorsqu'il y a des mots qui sont partis entre M. Kalev et le secrétaire général... Il y a même certaines personnes qui demandent la démission du Premier ministre qui aurait nommé Kalev Mouton son conseiller à l'insu du président de la République. Pourquoi est-ce que le président de la République doit savoir? Ils estiment que c'est une haute trahison. Pas du tout. Ils ont une mauvaise lecture de la loi et des prérogatives du Premier ministre. Le président n'a pas informé le président de la République qui est son conseiller ou pas. C'est son travail. Et maintenant, il est vrai que le Premier ministre a un devoir. C'est d'ailleurs, on a tendance à oublier, on veut vivre selon les caprices du jour. Mais en principe, l'action du gouvernement, c'est mené par le Premier ministre. Il est le responsable de la politique nationale. C'est lui qui dirige le pays en principe. Il ne faut pas non plus se tromper. C'est pas un acteur assujetti à tous les caprices du président de la République. C'est un acteur important qui est dans la Constitution, qui fait partie des institutions à part entière. Donc il ne faut pas non plus confondre les choses. En revenant dans l'affaire de M. Kalev, il faut comprendre que ces échanges sont partis. Moi je pense c'est un règlement de compte entre ceux qui estiment avoir été lésés hier par M. Kalev. Aujourd'hui, ils veulent nous montrer qu'ils ont le pouvoir. Ne nous méprenons pas. Moi, je crus lire aussi une déclaration de DGM qui disait que non, il était en effet au départ question du passeport, mais qu'ensuite on a voulu savoir en quoi consistait ce déplacement au vu de la qualité qu'avait occupé hier M. Kalev. Donc il est tout à fait normal que les services soient intéressés par ce qu'il fait, ce qu'il devient. Ce n'était pas n'importe quelle personnalité en République. Avoir une place assise à ce niveau-là du pouvoir, on mérite quand même de savoir où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous faites comme type de déclaration ou bien de rencontre. Donc, moi, je pense qu'en même temps, il y a tellement de démentis sur ces soi-disant affaires d'espionnage, mais M. Kalev, en toute bonne foi, il a démontré en effet qu'il a voyagé sous la couverture du ministère de l'Intérieur, de la primature, donc il n'est pas du tout ici question de porter discrédit sur ce qui a été dit ou sur ce qui a été fait. Maintenant, je reste dans la logique, comme le président de la République, nous sommes dans un état de droit. S'il y a matière à effraction, à violation de la loi, que la justice en saisisse. Clairement, qu'il y ait une injonction, qu'il y ait une enquête, qu'il y ait des arrestations. Mais si ce n'est pas le cas, qu'on nous arrête de nous polluer avec des affaires qui n'en sont pas. C'est-à-dire, on essaie de créer des affaires là où il n'y en a pas. Si certains acteurs politiques qui sont aujourd'hui des secrétaires généraux, si tu veux régler leurs comptes, mais qu'ils les règlent en aparté,
pas en nous polluant, parce que nous avons besoin des acteurs politiques qui travaillent pour le bien du Congo et pour le bien des Congolais. Donc, vous avez dit, on a des crises, il y a certaines, ce parti-là a du mal déjà à gérer même sa propre base, et veut nous donner des leçons sur la manière dont on doit évoluer, et de manière d'ailleurs comment la justice doit évoluer. Donc je pense qu'il faut raison garder, il faudrait travailler dans le sens de l'état de droit et de l'équité. Voilà. Alors, la CENI devrait organiser les élections municipales et locales, mais jusque-là, il n'a pas de moyens, il n'a pas reçu d'efforts de la part du gouvernement. Est-ce que c'est une mauvaise volonté ou vraiment c'est l'argent qui manque? Vous avez vous-même dit qu'il y a une crise. Nous la vivons, la crise. Lorsque le président Joseph Kabila avait pris l'initiative de regrouper les élections, lorsqu'on a pris l'initiative des machines à voter, tout ça c'était toujours dans le but de capitaliser un fonds et de faire en sorte que nous ne perdons pas notre temps dans des élections qui coûtent de l'argent. Nous avons choisi un système qui malheureusement équivaut à un pays développé où il faut injecter de l'argent pour faire des élections, alors que nous n'avons pas cet argent. Et les organismes adéquats pour organiser l'élection n'ont pas cet argent. Donc du coup, j'avais entendu, je crois comprendre, que le président de la République souhaitait un consensus sur cette question-là des élections. Voilà, qu'il en plaise, qu'il en soit ainsi, qu'on trouve un consensus pour que nous évoluions. Parce qu'il y a une nécessité de changer des acteurs locaux. Il y en a tellement qui ont été nommés de manière tout à fait inique et injuste. Ils pensent qu'il n'y a pas de redevabilité, qu'ils ne doivent rien à la population pour lesquels ils sont censés travailler. Donc je pense qu'il faut revenir à la base, rappeler à ces personnes-là, dire que non, il y a un temps pour tout. Mandat l'État PCLK, les nouveaux acteurs arrivent sur le terrain, qu'on puisse les évaluer sur leurs actions. Donc il y a une nécessité de renouvellement de la classe politique, il y a une nécessité de renouvellement des acteurs, mais il n'y a pas forcément une nécessité des élections au vu de la crise actuelle, au vu de peu de moyens que nous disposons actuellement. S'il y a l'argent, je préfère qu'on investisse dans l'économie, dans la formation de la jeunesse, dans la sécurité dans les zones éloignées, dans l'eau et l'électricité, dans la réglementation sur les denrées alimentaires de base. Voilà l'argent. Il n'y a pas l'argent à débourser à la CENI, mais il y a plusieurs personnes qui se donnent du plaisir de détourner de l'argent de la République, de voler. Les malhonnêtetés, il y en a toujours eu. L'affaire 15 millions jusqu'à aujourd'hui sans suite. D'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire, parce que je le disais déjà bien avant les élections, quand on désignait certains groupes comme étant des malhonnêtes, des incompétents, des incapables, la réalité c'est que c'est bien d'être des théoriciens quand on a des affaires, c'est autre chose. C'est que vous vouliez montrer que vous étiez d'une probité irréprochable. La réalité est que non, quand on est face à l'argent, vous êtes tous en fait la plupart des personnes faibles, voilà, facilement corruptibles. Donc c'est malheureux. Mais c'est justement là que le président de la République doit se montrer intraitable et dire qu'il y a une justice dans ce pays, et il est en train de travailler pour imposer un état de droit, une justice pour tous. Là, nous allons l'accompagner dans cet exercice. Et que pour que nous avancions, pour que vous et moi, ou qui que ce soit, où que vous soyez né, que vous ayez la chance de devenir Premier ministre parce que vous êtes Congolais, il faudrait que nous ayons un état de droit, pas un état des privilégiés où moi, on a un tel cas comme un ministre, moi, on a un tel cas comme un DG. Non. Ce n'est pas une république des uns et une souffrance des autres. C'est une république pour tous. Il faut que moi, Nabotami na Kaukaz a la même chance de devenir président de la République que moi, Nabotami na Gombe. Moi, Nabotami na Kingasana a la même chance de devenir premier ministre que moi, Nabotami na Kitsuka. Donc, ainsi de suite. C'est ça la république de l'équité et de la justice. Donc, il est vrai qu'on a vu tellement en une année beaucoup d'affaires d'argent et qu'on a la nausée de ce genre d'histoire. On a la nausée parce que finalement, on a beau en parler, on a beau se plaindre, il y a comme des arrangements politiques ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, ça prend en longueur. En prend en longueur, peut-être on va dire que le vent va passer, mais quand on est toujours en crise, nous, il est difficile de voir le vent passer parce que trop tard, la gare potana, bisopet a besoin de bon. Soit on a bisopet rose à 15 millions, on dénini, bisopet rose, ainsi de suite. Et dans une logique, il ne s'agit pas non plus dès le départ, de pointer du doigt en disant que lui, il est coupable, il est innocent. D'où on demande l'implication de la justice. On a eu vent d'une histoire de 200 millions de dollars qui finalement a fait pshh,
Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'y avait pas d'histoire, qu'il y avait juste une machination de gens qui voulaient discréditer l'autre. Donc faisons très attention sur ces genres d'affaires, mais comme dans l'affaire de ce mouton, ou quand la justice s'en mêle, que ce soit dans les codes, dans les affaires de Chicamine et ainsi de suite, on veut que la justice s'en mêle, mais une justice équitable, une justice juste, une justice qui lit le droit, qui n'interprète pas selon ses caprices. On l'espère bien, en tout cas, avec le nouveau procureur général de la République, avec les nouveaux ministres de la Justice et avec ces renouvellements de l'appareil judiciaire RD. Il semblerait que ce soit des hommes de qualité, ce sont des hommes de l'appareil, du système, dans le sens qu'ils connaissent comment fonctionne le système. Donc, on espère aussi qu'ils vont être intraitables sur certains sujets et donner aux citoyens primaires la place qui leur revient. Merci de répondre à notre Merci pour votre invitation. Chers internautes, c'en est fini pour ces numéros. Quant à moi, je vous dis merci et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.